laissant, si vous voulez bien, Daniel Tartakovsky le signe de croix de côté, à moins qu'on considère que ce soit l'occasion de parler de la part de hasard, qui est toujours très, très forte dans ces événements collectifs qu'on ne peut maîtriser qu'à difficulté. Juste une note en bas de page à propos de Gèse. Il s'agissait d'un professeur de la faculté de droit qui avait été le conseiller du Négus de l'empereur d'Éthiopie au moment de la guerre avec l'Italie. Et donc ça avait été l'occasion d'une vraie opposition entre gauche et droite au quartier latin. Mais oui, on a une jolie traversée des temps parce que Christian Fouché évoque là 1934, il évoque les chahuts étudiants, et c'est vrai qu'en 1934, les étudiants, dont il faut rappeler que sociologiquement ils sont très différents et beaucoup moins nombreux qu'après les années 50 et a fortiori aujourd'hui, sont très massivement organisés dans des formations d'extrême droite. Et donc les manifestations étudiantes de 1934 sont des manifestations qui sont très largement le fait d'étudiants, en particulier en janvier 34, avant que ne commence la grande journée du 6 février 34. On parle d'ailleurs de monômes, de chahut, on est bien dans ce vocabulaire qu'évoque Christian Fouché. Je crois qu'il faut signaler la différence entre ce chahut qu'il évoque et puis ce que disait Gilles de Rebien quand il évoquait ceux qui hurlent. Ceux qui hurlent, disait-il, font des images et font du bruit. Une certaine violence verbale dans la manière de considérer la rue, dont nous étions peu coutumiers, et qui traduit d'une certaine manière une certaine hargne vis-à-vis d'un monde étudiant qui n'est absolument plus le même, dont les mobilisations, qui sont devenues des manifestations et non plus des monômes, se situent globalement aux côtés des forces salariées, et d'une certaine manière, le mouvement que nous venons de traverser a été de ce point de vue quelque chose de tout à fait neuf dans les formes de relations nouvelles qui se sont nouées entre le monde étudiant et les confédérations syndicales. C'est très différent de 1968 ? Très différent de 68, où bien sûr il y a une grande journée unitaire qui est de riposte à la répression, qui est la grande manifestation du 13 mai 68, qui va initier le mouvement de grève générale, mais qui est très immédiatement suivi par de très grandes tensions entre le mouvement étudiant et les confédérations syndicales. Il y a un autre élément de cette archive que je trouve intéressant, c'est l'accent que Christian Fouché, donc ministre de l'Intérieur de mai 68, sur la complexité de la chaîne du commandement. Depuis le ministre de l'Intérieur, place Beauvau, en passant par le préfet de police, les commissaires sur place, le tout ayant affronté une situation toujours très fluide, toujours très, très mobile. C'est un peu comme à la guerre. Absolument, les forces de l'ordre mettant l'accent sur le fait qu'en matière de manifestation, et notamment lorsqu'il s'agit de très grandes manifestations, ce qui est essentiel pour elles, c'est la prévision et c'est le renseignement en amont. Et que si ce travail de prévision et de renseignement en amont n'a pas été réalisé, des débordements sont toujours possibles. Par exemple, lors de la manifestation qui était advenue une manifestation lycéenne qui s'était terminée il y a quelques années par des heurts, place de la Concorde, avec l'irruption de casseurs, de jeunes venus de banlieue. La place des 2 nations avait titré Le Monde à l'époque. Les forces de l'ordre avaient été devancées par le déploiement de la manifestation lycéenne. Les lycéens avaient toujours quelques heures d'avance par rapport aux prévisions du dispositif de maintien de l'ordre et s'étaient trouvés en très grande difficulté. La prévision est essentielle. L'importance des renseignements généraux, des RG. Oui, et puis le fait que ces renseignements permettent un déploiement dans l'espace parisien qui soit susceptible de faire face aux manifestations. Ce qui a été extrêmement perturbant lors des dernières manifestations, s'agissant des casseurs, c'est l'extrême mobilité de ces groupes qui échappaient un petit peu à des dispositifs qui sont des dispositifs présentant une certaine stabilité, voire une certaine lourdeur, et qui sont assez mal armés pour faire face à ces mouvements extrêmement fluides. C'est imprévisible. C'est ce que disait déjà Christian Fouché sur la mobilité, la fluidité. Mais là, je le savais théoriquement, mais c'est vrai qu'on l'a vu à l'œil nu lors des dernières manifestations. Il y a donc les lieux de la spontanéité et puis les lieux traditionnels, rituels, la circulation, Bastille, Nation, République. Il y a un déportement vers l'Est des grandes manifestations rituelles de décennie en décennie par rapport à l'époque où les Champs-Élysées étaient un lieu choisi. Fouché évoquait la question de la place de la Concorde, qui est devenue un lieu qui inquiète beaucoup la police depuis 1934. Oui, c'est en 1934 que s'est constituée une géographie dont on croit souvent qu'elle est traditionnelle et qu'elle a toujours été, avec la Concorde qui en 1934 se constitue comme un espace de droite. Et comme ça finit mal pour les forces d'extrême droite, elles vont hésiter un temps assez long avant de la réinvestir.
et puis un espace perçu comme l'espace traditionnel des manifestations de gauche, qui est le fameux triangle République, Bastille, Nation, mais c'est vraiment un phénomène des années 30. C'est aussi lié à l'évolution de l'image que l'on se fait du Palais Bourbon, qui est de l'autre côté du pont, qui est menacé le 6 février 1934. Lorsque c'est un lieu de pouvoir, symboliquement, il attire plus les manifestants que lorsqu'il apparaît. Mai 168, oui, les manifestants l'ignorent. Les policiers défilent juste avant mai 1958, à l'époque du préfet Laillon, devant le Palais Bourbon. C'est encore un moment où on a l'impression que la maison sans fenêtre est un lieu de pouvoir. Bien sûr, et d'ailleurs le Monde à l'époque évoque immédiatement le 6 février 34. Alors il faut que nous restituions l'ambiance de mai 68, puisque nous attardons un moment sur cette période particulière à laquelle évidemment on continue souvent de se référer lors de mouvements comme celui que nous avons vécu. Écoutez, ça c'est une archive assez largement inédite parce qu'elle n'a pas été en fait, c'est pas un son qui a été diffusé à la radio. Nous sommes le 3 mai 1968, c'est la première manifestation importante des étudiants à Paris au quartier latin. Les heurts sont très violents maintenant. Devant la brasserie de Luxembourg, les heurts sont très violents, c'est à la matraque que les agents de police chargent. Il est actuellement 19h35. À côté de moi, la charge. À côté de moi. Regardez là. Ici. C'est le matraquage en règle. J'ai failli me faire matraquer à l'angle de la pharmacie. Et reconnaissez une chose. Les pavés pleuvent. Les pavés pleuvent maintenant. Et il y a réellement une scène d'émeute entre la rue Cujas, les grenades lacrymogènes pleuvent maintenant. Okay. Une grenade lacrymogène. Faites attention, grenade lacrymogène. Oui. Je me trouve au milieu des manifestants maintenant. Le reporter que nous entendions, Daniel Tartakovsky, le reporter s'appelait Jacques Ferlander. Il y a une espèce de calme, d'impassibilité. Il y a un côté Buster Keaton dans la manifestation qui est assez réjouissant. Mais oui, on a le sentiment qu'il n'a pas l'habitude de faire face à une manifestation de ce type, qui est bien évidemment inédite. Par-delà son discours, il est intéressant de noter que les médias ont joué un rôle tout à fait important dans cette manifestation du début 68, dans la mesure où ces reportages qui sont diffusés en direct dans la nuit du 3 sur les ondes amènent des Parisiens à se porter sur le lieu de la manifestation. Là, c'est très nouveau. C'est nouveau dans la mesure où, je dirais depuis les années 20 et peut-être même avant les années 20, les médias, ou plus précisément la presse, avaient deux rôles successifs. La presse pouvait être à l'initiative d'une manifestation. À une époque où les partis de type moderne ne sont pas encore constitués, je pense à la période de Boulanger, la période Dreyfus, à l'inauguration de la statue d'Alou, place de la Nation, qui va se solder par une très grande manifestation des forces socialistes de l'époque. La République. C'est la presse qui appelle à manifester, qui est à l'initiative de la manifestation. Et puis la presse, elle pouvait être aussi interpellée comme un allié ou un adversaire. C'est-à-dire qu'on se portait devant les journaux pour les remercier de leur aide, et on va l'entendre s'agissant du 30 mai 68. On peut se porter devant les journaux pour en briser les vitres parce que ce sont des adversaires politiques. Or, en 68, on a une fonction nouvelle de la presse qui est perçue par les manifestants. La presse en tant qu'elle amplifie, la presse en tant qu'elle est un soutien, la presse en tant qu'elle participe finalement de l'objet manifestation. Puis surtout, il y a la presse audiovisuelle. Ça, c'est la grande nouveauté qui est de caractère purement technologique. C'est l'apparition du poste de radio à transistor au début des années 60, un poste qui est miniaturisé, qu'on peut promener avec soi et qui vous tient au courant en direct de ce qui se passe ailleurs.
Oui, alors de mémoire, c'est en 66 qu'on entend pour la première fois des manifestants crier quand est-ce qu'on passe à la télé ou pourquoi ne passe-t-on pas à la télé. En fait, il y a une revendication quant à l'image que la télévision d'État va construire ou ne pas construire de la manifestation. Oui, il faut être présent dans la télévision, mais on est de fait présent dans la radio, puisque les postes Europe 1 et Radio Luxembourg, avant RTL, sont tous les deux très très présents, surtout Europe 1. Et de ce point de vue-là, la rupture, c'est la guerre d'Algérie, puisque pour les transistors ont joué un rôle tout à fait essentiel pour diffuser l'appel du général de Gaulle et faire en sorte... Là, on a un rôle tout à fait nouveau des médias dans la vie politique. C'est donc désormais un acteur qui a une importance plus immédiate dans les manifestations. Autrement dit, les médias contribuent à donner aux manifestants en marche une image d'eux-mêmes qui devient à son tour un élément de la suite des choses. Oui, elle réagit même sur la construction des manifestations. C'est ce que Patrick Champagne avait appelé la manifestation de papier, puisque les manifestants, de plus en plus soucieux de leur histoire produite, vont mettre en scène des dramaturgies plus spectaculaires que par le passé.